Je tiens à commencer en disant que Noël est de loin ma fête préférée. Cependant, chaque année, je me souviens de ce qui est arrivé à ma famille à Noël 2019. J'avais 12 ans à l'époque. Cette année-là, nous sommes allés chez mon cousin pour fêter Noël. Ce fut une soirée très agréable et nous avons profité de la compagnie des uns des autres. Nous avons décidé de passer la nuit chez mon cousin et de partir tôt le lendemain matin. Nous nous sommes installés dans la chambre d'amis et nous nous sommes rapidement endormis. Soudain, je me suis réveillée à 4 heures du matin, entendant des bruits venant du rez-de-chaussée. Contre toute prudence, j'ai décidé d'aller voir ce qui se passait. Aussi discrètement que possible, j'ai descendu les escaliers et regardé à travers les barreaux en bois vers le salon. J'ai vu une silhouette qui semblait être déguisée en Père Noël, en train de fouiller sous le sapin. Je suis remontée et j'ai réveillé mon père. « Papa, le Père Noël est revenu, il est en bas !» Une fois que mon père était complètement réveillé, il semblait alarmé par ce que je venais de dire. Nous sommes descendus pour constater qu'il n'y avait personne dans la maison. Mon père m'a dit que j'avais peut-être fait un mauvais rêve et nous sommes retournés nous coucher. Le lendemain matin, lorsque tout le monde s'est levé et préparait le petit déjeuner, mon oncle est descendu au sous-sol pour chercher des boissons. C'est là qu'il a remarqué qu'une des fenêtres du sous-sol était complètement brisée. Après le choc initial, mon père et mon oncle ont inspecté toute la maison pour vérifier si quelque chose avait été volé ou endommagé. Une fois leurs recherches terminées, ils nous ont rejoints dans la cuisine. Mais avant qu'ils ne puissent dire quoi que ce soit, un grand fracas a retenti depuis l'unique endroit qu'ils n'avaient pas vérifié. Le grenier. Mon père et mon oncle se sont immédiatement précipités à l'étage pour vérifier. Une dispute bruyante s'en est suivie. Nous sommes tous sortis en courant et la police a été appelée. À leur arrivée, les policiers se sont rapidement dirigés à l'intérieur de la maison. Peu de temps après, ils ont fait sortir un homme habillé en Père Noël. Nous avons appris par la suite que cet homme portait un grand couteau sur lui. Les policiers ont indiqué que ce n'était pas seulement la maison de mon cousin qui avait été cambriolée. Il y avait eu plusieurs signalements de cambriolage dans tout le quartier. Avant de conclure cette histoire, il y a une chose que j'ai entendu dire par un policier et qui pourrait être complètement sans lien avec cette effraction. Apparemment, ils avaient également affaire à des tentatives d'enlèvement d'enfants dans le centre commercial local, les auteurs étant déguisés en Père Noël. Cette histoire s'est passée en 2016. À l'époque, je vivais seule dans un appartement avec mon chien, en train de terminer mes études universitaires. Ce Noël-là, mon père se trouvait à environ 350 miles de chez moi, 2 États plus loin, au lieu d'être à plus de 2000 miles en mon état d'origine. Ma mère a donc pris l'avion et j'ai conduit avec mon chien pour que nous puissions passer Noël ensemble. Le voyage de la première semaine s'est bien passé. C'était la première fois que je vivais loin de chez moi, donc c'était agréable d'être à nouveau avec mes parents. Cependant, la veille de Noël, ma mère a découvert que mon père avait une liaison, ce qui a totalement perturbé les choses. Pour ne rien vous cacher, ils se sont disputés toute la journée, jusqu'à la veille de Noël. J'en ai eu assez rapidement, mais j'avais conduit là-bas, alors tout ce que j'avais à faire était de remballer ma voiture et de repartir chez moi. Mes parents étaient contrariés quand ils m'ont vu recharger ma voiture. Il était 7 heures du matin le 24 décembre, mais je m'en fichais. Je préférais passer Noël sur la route que d'être au milieu de ce drame. Il y avait beaucoup de neige, mais la météo s'était calmée depuis quelques jours, donc je savais que les routes seraient dégagées et que ma voiture avait une transmission intégrale. J'ai donc pris la route, et la première heure de mon trajet, j'ai passé mon temps à râler et à tout déverser sur mon chien. J'avais fait le plein avant de partir, car je savais que le trajet entre l'appartement de mon père et ma ville universitaire correspondait à un plein d'essence. Ainsi, dès que je devrais refaire le plein, ce serait dans une zone familière. Au bout de 2 heures, je voulais donner une pause à mon chien pour qu'il fasse ses besoins et éviter qu'il ait un accident dans la voiture. C'est là que je me suis arrêtée à une aire de repos déserte pour le laisser faire. Je lui ai mis son harnais et j'ai vérifié que j'avais mes clés, mon téléphone et ma lampe de poche. Je nettoyais derrière lui lorsque j'ai réalisé qu'il émettait des bruits de grondements faibles, ceux que les chiens font quand ils voient quelque chose. Il commençait à fouiller dans la neige avec ses pattes arrière. Il est probablement bon de vous dire que je n'ai pas un gros chien effrayant. C'est un Yorkshire de 4-5 kilos à peine. Le pull de Noël que ma mère lui avait fait ne l'aidait pas à paraître plus intimidant. Il n'est peut-être pas un chien de garde, mais c'est un excellent détecteur de mouvement. Je me suis tournée pour voir ce qu'il avait repéré en m'attendant à ce que ce soit un animal, mais ce n'était pas le cas. Il y avait une silhouette humaine au loin. Si mon chien ne m'avait pas alerté, je ne l'aurais jamais remarqué. Il n'y avait pas d'autres voitures dans le parking, et cet endroit était assez isolé. C'était inquiétant. J'ai pris mon chien dans mes bras et suis retournée à ma voiture. Normalement, quand je le prends dans mes bras, il cesse d'aboyer sur ce qu'il voit, mais cette fois, ce n'était pas le cas.
Il se débattait dans mes bras, cherchant à regarder derrière moi et devenait de plus en plus agité, au point de presque me griffer. Une fois dans la voiture, j'ai regardé de nouveau et cette fois, la silhouette était bien plus proche, car l'homme sprintait droit vers ma voiture. J'ai paniqué et lancé mon chien sur le siège passager. Je suis rapidement entré et j'ai verrouillé les portes. Mais bien sûr, ma voiture ne démarrait pas. Je n'avais jamais eu ce problème, mais le moteur ne voulait pas tourner. Mon chien était maintenant à l'arrière, grattant les fenêtres et devenant fou en aboyant et en grognant. L'homme est arrivé à ma voiture. Il ressemblait à n'importe quel sans-abri que j'avais déjà vu, avec des couches de veste légèrement déchirées, des jeans sales, des cheveux épars et une barbe. Il a ralenti sa course pour finalement trottiner aux abords du parking. Quand il est arrivé près de ma voiture, il a frappé contre la fenêtre du conducteur. « J'ai besoin d'un lift », a-t-il dit à bout de souffle, mais d'un ton monotone. Désolé, non, je vais appeler un dépanneur, mais si vous avez besoin d'un lift, vous pouvez en avoir un avec lui. » Je savais que j'avais l'air effrayé, et l'homme a commencé à frapper encore plus fort contre ma fenêtre avec ses 2 poings. Il a parlé du froid et du fait qu'il avait besoin d'un lift pour aller en ville et que c'était la veille de Noël. Mais à ce moment-là, j'avais cessé de l'écouter et me concentrer sur le fait d'essayer de calmer mon chien. Il était toujours hors de contrôle à l'arrière, aboyant, grognant et griffant la fenêtre. Mon chien n'avait jamais agi ainsi avec quelqu'un, et bien qu'il ne soit pas très ami avec les inconnus ou les nouvelles personnes, il était toujours du genre à les ignorer ou à ne pas chercher leur attention. Donc le fait qu'il devienne fou comme ça, c'était un énorme signal d'alarme pour moi. Je tenais fermement son harnais pour qu'il se calme, et j'ai dit à l'homme que s'il avait froid, il pouvait attendre dans les toilettes jusqu'à l'arrivée du dépanneur. Il a gesticulé pour me demander de baisser ma fenêtre, mais j'ai secoué la tête. Finalement, j'ai mis mes mains sur la gueule de mon chien pour le faire taire, et j'ai dit à l'homme que je ne pouvais pas l'aider. Il avait l'air en colère et a essayé d'ouvrir ma porte. Heureusement, elle n'a pas cédé, mais cela a fait sortir mon chien de mes bras et il a complètement pété un plomb à nouveau. J'ai sorti mon téléphone pour appeler le 911 et dès qu'il a compris ce que je faisais, il a reculé de ma voiture et s'est précipité dans les toilettes. Le fait qu'il parte a fait immédiatement se détendre mon chien. J'ai expliqué la situation au dispatch, la dame était très gentille et elle a envoyé un policier à l'aire de repos, restant au téléphone avec moi jusqu'à son arrivée. L'homme est ressorti des toilettes et s'est approché de ma voiture. J'ai de nouveau paniqué, mais dès qu'il est arrivé assez près, je suppose qu'il m'a entendu parler avec l'opératrice et cela l'a fait courir dans la direction d'où il était venu. Il a fallu 15 minutes au policier pour me retrouver. Quand on a discuté, on a convenu qu'il était très cher d'appeler un dépanneur un soir de Noël, alors j'ai décidé d'appeler mes parents pour leur dire que ma voiture était tombée en panne. Mon père avait un gros pick-up et a pu emprunter une remorque à l'un de ses collègues. Le policier a permis à mon chien de rester dans sa voiture de patrouille pour se réchauffer pendant qu'il examinait les empreintes de l'homme pendant un moment. Mais finalement, ce dernier avait disparu. Mes parents sont arrivés environ 2 heures plus tard, et le policier a aidé mon père à charger la voiture sur la remorque. Je n'avais pas l'intention de raconter à mes parents plus que ce que j'avais déjà dit, mais le policier leur a expliqué ce qui s'était passé. Mes parents se sont alors sentis mal et ont décidé de ne plus se disputer, ou du moins pas devant moi. Mon père a pu réparer ma voiture, mais je pense que la situation les a vraiment effrayés, car ils ont fini par échanger ma voiture contre une neuve le lendemain de Noël. Ils m'ont dit que c'était un cadeau en retard et un cadeau de graduation en avance, et ma mère a insisté pour rentrer avec moi après les fêtes, puis prendre un vol de chez moi. Depuis, je n'ai jamais eu de nouvelles de la police. Je ne sais pas s'ils ont vu ou entendu parler de cet homme à nouveau. J'espère qu'il a appris la leçon sur le fait de harceler les gens dans les aires de repos. La veille de Noël, en 1989, je traversais Mexico en voiture avec mon petit ami. Il conduisait et je servais de navigatrice. Il y avait des décorations de Noël tout le long de la rue et la circulation avançait lentement, les voitures prenant soin de ne pas percuter les groupes de gens qui marchaient dans la rue. Nous étions pressés, alors mon petit ami a quitté une route principale et a pris une rue secondaire pour éviter l'embouteillage. Nous avons fait quelques virages supplémentaires et nous nous sommes soudainement arrêtés en réalisant que nous n'avions aucune idée d'où nous étions. J'ai ouvert la carte pendant que mon petit ami garait la voiture et allumait une cigarette. Je traçais notre parcours pour trouver un moyen de faire demi-tour, lorsque quelque chose a frappé fort l'avant de notre voiture, juste à côté de moi. J'ai eu un aperçu d'une silhouette percutant notre pare-brise et rebondissant en avant de tomber sur le sol. J'ai crié de surprise tandis que mon petit ami jetait sa cigarette dans le cendrier et sortait de la voiture. C'est là que l'expérience est devenue étrange. Je ne l'ai jamais partagée avec personne d'autre que mes proches amis et ma famille en qui j'ai confiance. Pendant que mon petit ami sortait de la voiture, j'ai vu la silhouette qui nous avait percutés se relever maladroitement, se tenant la tête et boitant en traversant la rue. Mon petit ami l'a complètement ignoré et s'est penché pour regarder l'avant de la voiture. J'ai baissé ma fenêtre et j'ai crié « Hé !» au type qui s'éloignait. Mon petit ami, pensant que je lui parlais, m'a répondu « Ne sors pas !»
J'ai répondu « Pourquoi ?» et mon petit ami s'est redressé. C'est là que j'ai remarqué du sang sur son pantalon, là où il s'était penché. « Il est mort », a dit mon petit ami en se frottant le visage. « Non, non, il n'est pas mort !» Je me suis tournée et j'ai commencé à pointer dans la direction où l'homme était parti, mais il avait disparu. Je suis sortie de la voiture et me suis levée. J'ai vu assez de choses pour comprendre ce que mon petit ami voulait dire. L'homme que nous avions percuté avait rebondi sur le pare-brise et avait atterri la tête dans une bouche d'égout. Son cou était clairement brisé, et il saignait abondamment des fractures ouvertes de ses jambes où il avait percuté notre voiture avec son vélo. Le vélo était allongé de mon côté, avec la roue avant pliée sur le côté et la roue arrière tournant encore. Je suis restée figée, les yeux écarquillés, en balayant la rue du regard, cherchant une explication. Cela n'avait aucun sens. Il portait exactement les mêmes vêtements. « Combien de personnes avons-nous percuté ?» ai-je demandé à mon petit ami. Il m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. « Un seul ?» a-t-il répondu. Puis il a commencé à agiter les bras pour attirer l'attention d'une voiture de police. Je me suis assise sur le trottoir, les yeux rivés au sol, remplis de nausées. Je n'étais pas folle. Je n'avais pas vu un fantôme car j'avais bien vu l'ombre de l'homme projeté sur le mur de pierre derrière lui alors qu'il se levait et boitait. Mais là, devant moi, c'était exactement le même homme, allongé par terre devant la voiture. La police a bloqué la rue, examiné le vélo et notre pare-brise fissuré et a conclu que l'homme avait roulé à grande vitesse dans la rue en descente et qu'il ne freinait pas lorsqu'il nous a percutés. Ils m'ont demandé ce que j'avais vu et la seule chose que j'ai pu dire, c'est que ça s'était passé tellement vite que j'avais cru que nous avions percuté 2 personnes. Un membre de la famille de mon petit ami nous a ramenés jusqu'à chez lui, mais j'étais encore sous le choc et je n'ai même pas pu toucher le dîner préparé pour nous. Depuis, on m'a demandé si l'homme qui s'est levé était ensanglanté ou si j'avais vu la couleur de ses yeux. Honnêtement, je ne me souviens pas d'avoir vu ces détails. Ce dont je me souviens avec certitude, c'est qu'il s'est levé, s'est tenu la tête d'une main et a boité en s'éloignant. Il n'a pas réagi lorsque mon petit ami est sorti de la voiture. Je ne sais pas si je crois aux fantômes ou à la vie après la mort, mais si c'est le cas, cet homme réagissait physiquement à l'impact qu'il avait tué sans sembler avoir remarqué qu'il était mort. De temps en temps, je rêve de cette nuit et de l'impact, et dans mes rêves, je ne vois jamais l'homme se relever. Je vois juste un flash lumineux, puis plus rien, aucun détail sur l'homme après l'accident. Je n'ai jamais non plus découvert son nom. Ce fut le pire Noël de ma vie. Mon objectif en racontant cette histoire n'est pas qu'on la balaye comme une simple histoire d'horreur divertissante. Je veux sincèrement savoir si cette expérience, ou quelque chose de similaire, est arrivé à d'autres personnes. Cela m'aiderait à mieux dormir la nuit, en sachant que ce n'est pas juste dans ma tête. J'admets que je souffre de PTSD, mais cela est bien différent de tout ce que j'ai vécu auparavant, même pendant l'une de mes crises. Noël dernier, mes amis et moi avions prévu de nous retrouver dans notre cabane de chasse pour passer des vacances rustiques, loin du reste du monde. Nous avions prévu de faire un feu, boire quelques verres, écouter de la musique et jouer aux cartes. Je suis arrivée à la cabane en premier, juste au moment où le soleil commençait à se coucher. La cabane était isolée, au sommet d'une pente rocheuse surplombant la route. J'ai allumé toutes les lumières pour qu'on puisse la voir de la route. J'ai allumé le feu et mis les bières dans la glacière pour les refroidir. Il avait neigé la veille, alors après avoir réchauffé la cabane, je suis sortie pour déblayer un peu de neige autour de l'allée pour que les voitures puissent se garer. Pendant que j'étais dehors, j'avais cette sensation que je n'étais pas seule. Ce n'était pas nécessairement que je me sentais observée, mais plutôt que quelqu'un d'autre était sur la propriété. Je l'ai attribué à de la paranoïa. S'ils étaient là pour la cabane, il n'y avait aucune raison d'être aussi loin dans la colline. Il n'y avait rien autour, à part des arbres et des lignes électriques. Je suis retournée à l'intérieur et j'ai vu quelques appels manqués sur mon téléphone portable. Mes amis m'avaient appelé pour me dire qu'ils étaient en route et qu'ils arriveraient dans l'heure. J'ai mis la nourriture au four et apporté du bois pour le feu. Je m'étais installée, les pieds sur le canapé, quand j'ai entendu des coups à la fenêtre. C'était un tapotement fort, clairement quelqu'un essayant d'attirer mon attention. J'ai fait une pause et j'ai levé les yeux. Le bruit ne venait pas de la fenêtre à l'avant, mais de celle de derrière, près de l'évier de la cuisine. C'était l'opposé exact de la direction où quelqu'un devrait arriver, car ce côté de la cabane faisait face à la forêt. Je me suis levée lentement, je suis allée vers la fenêtre et j'ai regardé à l'extérieur, m'attendant à voir l'un de mes amis me faire une blague, mais il n'y avait personne à la fenêtre. J'ai scruté derrière la cabane, dans l'espace ouvert, et je n'ai vu aucun mouvement. Je suis allée à la porte arrière, l'ai ouverte et j'ai éclairé la brume de l'arrière avec ma lampe torche, et parmi les arbres, j'ai aperçu une silhouette. Je l'ai appelée. « Hé !»
et ai fait 4 pas dans la neige. Mais dès que je me suis arrêtée, le bruit de la neige sous mes pieds était aussi fort que des feux d'artifice. En regardant par terre, j'ai vu des empreintes que j'avais laissées en venant de la porte avant. Mais lorsque j'ai tourné lentement la lumière de ma torche vers l'endroit sous la fenêtre de la cuisine, il n'y avait pas de traces du tout. Pendant 10 secondes, je suis restée là, à regarder tour à tour les arbres et la fenêtre. Puis je me suis retournée et suis rentrée précipitamment, claquant la porte derrière moi, furieux contre moi-même, convaincu que j'étais en train de vivre une nouvelle crise, à sentir un danger là où il n'y en avait pas, à être distrait par des ombres et des bruits. Je me suis assis sur la chaise près du feu quand un autre tapotement est venu de la porte avant. J'ai poussé un soupir de soulagement en pensant que mes amis étaient enfin arrivés. Je me suis levée et j'ai ouvert la porte. Il n'y avait personne. Aucun de mes amis n'était à la porte. Aucune voiture n'était garée dans le jardin. Aucune empreinte dans la neige. Un frisson glacé s'est emparé de mon estomac, mais ce n'était pas à cause du froid. Il y avait quelqu'un là dehors qui se moquait de moi, me distrayant peut-être pour que je ne remarque pas ce qui se passait de l'autre côté de la maison. J'étais soudainement convaincue que quelqu'un essayait de s'introduire chez moi. J'ai pris mon arme de poing dans mon sac et j'ai repris ma lampe torche pour fouiller les 2 chambres, la salle de bain et le petit placard où se trouvait le chauffe-eau, vérifiant chaque endroit où quelqu'un pourrait se cacher et m'assurant que toutes les fenêtres étaient verrouillées. Lorsque je suis revenue dans le salon, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre latérale et j'ai vu l'ombre d'un homme adulte, peut-être 1,70 m, se profiler sur le gazon devant la lumière du porche. Je le tenais. Je fonçais vers la porte avant, arme pointée, mais une fois de plus, il n'y avait rien. Pas d'homme, aucun mouvement et aucune empreinte dans la neige. Je suis restée sur mes gardes. Je n'étais pas fou, ce n'était pas l'ombre d'un arbre, c'était bien une personne. La tête, le cou, les épaules et le torse. Je le savais. J'ai scruté le jardin avec ma lampe torche, parcourant chaque centimètre, mais il n'y avait que mes propres empreintes. Puis la porte arrière s'est violemment refermée derrière moi. Ce n'était pas un simple claquement, mais un vrai coup. J'ai tourné sur moi-même, presque prêt à tirer. Puis j'ai couru vers la porte arrière, l'ai ouverte en grand, et j'ai pointé mon arme, mais j'ai de nouveau été accueilli par les seules empreintes que j'avais laissées en sortant. J'ai fermé les 2 portes à clé, et j'ai éteint toutes les lumières, ne laissant que la lumière du feu éclairer la pièce. J'ai mis mon arme dans le classeur, l'ai verrouillé et jeté la clé dans un bocal. Je suis resté là, près du feu, pendant encore 25 minutes, écoutant des bruits venant de différentes fenêtres de la cabane, forçant mon esprit à ignorer ces bruits et à rester calme. Je n'ai pas vu d'autres ombres de l'extérieur, mais je n'étais pas vraiment en train de chercher. J'ai vu les phares de la voiture de mes amis arriver. Je me suis levée, j'ai allumé toutes les lumières et je les ai accueillis à la porte comme si de rien n'était. Le reste de la nuit, j'ai bu avec mes amis, gardant un sourire sur mon visage, sans montrer que quelque chose n'allait pas. Nous avons décoré un mini sapin, joué aux cartes et bien rigolé. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé, ignorant les bruits de pas qui traversaient la pièce. Si je n'avais pas vécu ce qui s'est passé le matin suivant, j'aurais probablement rejeté toute cette expérience comme étant dans ma tête, et je n'aurais pas pris le temps d'écrire tout ça et de vous le partager. Le lendemain matin, je faisais du café quand mon ami est rentré après avoir fumé une cigarette dehors. Sa femme l'a appelé depuis la chambre et lui a demandé s'il avait vu quelque chose. J'ai demandé de quoi il parlait et il a répondu « On a entendu des bruits de pas sur le toit cette nuit, mais il n'y avait pas de traces dans la neige. » La meilleure histoire que mon grand-père m'ait jamais racontée remonte à l'époque où il avait 18 ans, la veille de Noël en 1959. Il était allongé sur son canapé avec une jambe cassée, reposant sur le bras du canapé, tout enveloppé dans un plâtre. Il écoutait la radio et regardait la neige tomber dehors, tout en utilisant le tisonnier pour ajuster le bois dans la cheminée. Il était environ 20 heures et il était seul dans la maison. Sa famille vivait dans une ferme au milieu de nulle part au Kansas, et son père ainsi que ses frères étaient dans la grange, à environ 1 mile de là. Il ne se souvient plus où était sa mère. Il était en train de lire quelque chose dans le journal au sujet du président Eisenhower, quand il y a eu un coup violent à la porte. Une voix enragée hurla de l'autre côté, disant qu'Owen, mon arrière-grand-père, allait mourir ce soir-là. Mon grand-père ne répondit pas, incapable de bouger du canapé. Il attrapa le tapis et le tira jusqu'à ce que son fusil de chasse, qui était adossé à la cheminée, soit à portée de main. Il le prit et l'arma, le pointant vers la porte d'entrée. Mon grand-père raconte que pendant les 5 à 10 minutes suivantes, l'homme continua de hurler, faisant le tour de la maison et frappant aux fenêtres, exigeant qu'Owen vienne dehors. Il était clairement ivre et hors de lui, et ne comptait pas partir tant que personne n'ouvrait. Mon grand-père frissonna quand l'homme frappa à la fenêtre juste au-dessus du canapé, mais il ne bougea toujours pas ni ne répondit. Enfin, l'homme revint à la porte d'entrée et frappa tellement fort qu'il finit par la faire éclater.
Mon grand-père dit qu'il sentit un souffle d'air glacé et l'odeur du tabac et du whisky quand l'homme traversa le couloir sombre et entra directement dans le salon. C'était un grand type maigre, avec des dents brunes et une barbe grise irrégulière, comme s'il s'était rasé une partie du visage seulement. Ses yeux étaient aussi grands que des roues de voiture, et il était pieds nus, ce qui était fou vu qu'il neigeait dehors. Pendant environ 10 secondes, l'homme ne remarqua même pas mon grand-père, regardant autour de la pièce, ses yeux battant de gauche à droite comme un rat, jusqu'à ce qu'il aperçoive enfin le canapé. Il vit mon grand-père, il vit le fusil, et il se figea, comme un cerf pris dans les phares. Mon grand-père arma le chien de l'un de ses canons. Il l'avait à sa merci et l'intrus le savait. Mon grand-père éclata. « Fous le camp !» L'homme se tourna et entra dans la cuisine, fouillant dans le garde-manger jusqu'à ce qu'il trouve une bouteille de whisky. Il se tourna même pour vérifier si le fusil était toujours pointé sur lui. Il avala le whisky d'un trait, laissa la bouteille dans l'évier et sortit en criant par-dessus son épaule. « Dis-leur que je leur souhaite un joyeux Noël !» Une fois l'homme dehors, mon grand-père entendit un bruit de bois renversé près des marches. Après une minute, il sentit l'odeur de la fumée et réalisa que l'homme avait mis le feu à la pile de bois, probablement pour brûler la maison. Mon grand-père se leva péniblement, avec le fusil toujours levé, à peine capable de le tenir droit à cause de sa mauvaise jambe, et regarda dehors. L'homme avait disparu, mais il y avait tellement de neige autour du feu, et le vent glacé soufflait si fort que le feu était déjà presque éteint. Quand Owen et les autres sont revenus et ont vu les traces de pas sur les marches, ils ont demandé ce qui s'était passé, et mon grand-père leur raconta tout. Owen entra dans une rage folle, prit le fusil et suivit les traces de l'homme à travers les champs avec une lanterne. Il ne revint que le matin de Noël, quand toute la famille était réunie dans la cuisine pour le petit déjeuner. Owen jeta le fusil au sol et gronda que ce n'était même pas chargé. Quand mon grand-père lui demanda s'il avait eu l'homme, Owen hocha la tête et répondit « Ah oui ». Et c'est tout. Il n'a jamais réussi à obtenir de mon arrière-grand-père, Owen, un rapport précis sur ce qui s'était passé ou comment il connaissait cet homme. Mon grand-père dit qu'il n'a jamais revu cet étranger. Je lui ai demandé s'il pensait qu'Owen l'avait tué, et il a répondu « Je suis presque sûr que oui ». Quand je lui ai demandé comment il avait fait avec un fusil sans balles, mon grand-père m'a regardé et a répondu « Il y a des dizaines de façons de tuer un homme avec tes mains ». Cette histoire est arrivée à l'un de mes bons amis. Pour éviter toute confusion, je vais raconter l'histoire de son point de vue. Cela s'est passé il y a plusieurs années, quand j'avais environ 14 ans. Ma famille avait prévu un week-end pour rendre visite à mon oncle dans le Maine. Nous allions séjourner dans une cabane, car la maison de mon oncle était trop petite pour accueillir tout le monde. Nous sommes arrivés à la cabane un jeudi soir, et avions prévu de rester jusqu'au dimanche. C'était la veille de Noël lorsque nous sommes arrivés. Je vais vous donner une brève description de la cabane. C'était une petite maison de plein pied, de style ranch, avec 2 chambres, une cuisine, une salle à manger, un balcon extérieur et une salle de bain. Nous avons déballé nos affaires et nous nous sommes installés pour la nuit. Le lendemain matin, nous sommes allés chez mon oncle et avons passé toute la journée là-bas. Nous avons aidé à préparer le dîner de Noël et fait un petit feu dehors. Après une longue journée de célébration, nous sommes retournés à la cabane, épuisés. Je me suis lavé et préparé pour aller au lit, mais en sortant de la salle de bain, une sensation de malaise m'envahit, une inquiétude dans le creux de mon estomac. J'avais l'impression que quelque chose se trouvait dans la cabane avec nous. Je tiens à préciser que je crois fermement aux phénomènes paranormaux. J'ai traversé prudemment la salle à manger et en entrant, j'ai regardé vers l'arrière de la pièce où se trouvait la fenêtre. La lumière de la lune s'infiltrait dans la pièce, projetant une lueur faible. Lorsque mes yeux se sont ajustés, j'ai alors vu une silhouette sombre dans le coin. Une paire d'yeux rouges me fixait avec une intention malveillante. Mes actions suivantes sont inexplicables. J'ai encore du mal à comprendre ce qui m'est arrivé ce soir-là, mais j'ai calmement traversé la pièce et ignoré ce qui se cachait dans la salle à manger. Je ne peux toujours pas l'expliquer. J'aurais dû être terrifiée, mais c'était comme si mon cerveau était passé en mode automatique. Je me suis finalement réveillée exactement à 2h17, en entendant des pas lourds dans le couloir. Je pouvais le prendre pour l'un de mes parents allant chercher un verre, mais les pas étaient lents et délibérés, devenant de plus en plus forts à mesure qu'ils se rapprochaient de ma chambre. Mes pires craintes se sont réalisées lorsque j'ai entendu la porte de ma chambre s'ouvrir lentement. Je me suis cachée sous les couvertures, espérant que la chose partirait, mais mes prières sont restées sans réponse, car j'ai senti quelque chose s'asseoir au bout de mon lit. Puis, il y eut un grondement sourd et menaçant. Je me suis vite redressée, comme si un pétard venait d'exploser dans mon pantalon. J'ai brièvement aperçu une silhouette noire avec des yeux rouges perçants, assise au bout de mon lit. J'ai alors foncé vers la porte en hurlant pour appeler mes parents. Après m'avoir calmée, ils m'ont demandé ce qui s'était passé. Je leur ai raconté la chose que j'avais vue dans ma chambre, mais bien sûr, ils n'avaient rien à ce moment-là.
J'étais complètement déconcertée car je savais exactement ce que j'avais vu. Je ne suis pas fou, je sais faire la différence entre un cauchemar et la réalité. C'est difficile à expliquer ce genre de peur que l'on ressent lorsque l'on voit quelque chose de ses propres yeux qui ne devrait pas être là. Mes parents m'ont fait la traditionnelle leçon sur les cauchemars, rejetant toute possibilité d'un événement paranormal. Nous avons continué notre séjour jusqu'au dimanche, puis nous sommes partis pour rentrer chez nous. Jusqu'à ce jour, je n'ai toujours pas d'idée sur ce que j'ai vu dans cette cabane cette nuit-là, et je n'y retournerai jamais pour le découvrir.